Nous allons tout de suite ouvrir notre première table ronde et je vais appeler les intervenants, donc ils nous rejoindront à cette tribune. Cyril Geffard, du domaine des Pierrettes à Rilly-sur-Loire, merci de nous rejoindre. Bruno Albert, Virginie et François Prinsloo, le domaine du Vieux Pressoir à Boldenay. Merci de nous rejoindre. Marine Dargerie et Henri Duval, la société Ampelio, expert en transmission viticole. Romain Couder et Sébastien Bory de Terre de Liens Centre. Voilà, merci de nous rejoindre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le monde est installé, le micro marche, on peut y aller. Alors, on va commencer par vous, Cyril Geffard, et j'étais ravi de découvrir votre domaine et de découvrir que vous êtes un spécialiste du Kama Sutra. Alors, ça mérite quand même tout de suite une explication. Oui, bref. C'est tout simplement le nom de nos cuvées. Voilà. Le Kama et le Sutra. Ouais. C'est pas le Kama Sutra. Cuvée blanc, cuvée rosée. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, un petit mot de présentation, donc après cette ouverture, ce coquille ce matin, votre présentation, donc le domaine des Pierrettes, et vous êtes voisin, vous venez de Rilly, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc oui, le domaine des Pierrettes se situe à Rilly-sur-Loire, donc à une quinzaine de kilomètres. C'est une exploitation viticole de 18 hectares que nous avons reprise avec mon associé en 2004. Votre associé qui est Monsieur Guilbault, Vincent. Voilà. Alors donc vous, c'est l'histoire d'une reconversion professionnelle. Tout à fait. Donc moi-même et mon associé, nous nous sommes rencontrés en 2001 lors d'une formation BTS viticulture-œnologie, formation adulte, à Valette, dans le Muscadet. Donc lui-même est originaire du pays nantais, moi-même vendéen. Et pour des raisons personnelles, chacun nous sommes retrouvés lors de cette formation. Lui-même venait de la filière de l'agroalimentaire et moi de la restauration, attention cuisine. C'est une idée qui vous trottait dans la tête depuis longtemps, Cyril Geffard? Oui, depuis, par le biais de la restauration, j'ai travaillé dans beaucoup d'établissements gastronomiques. Et je me suis rapproché très, très rapidement des sommeliers et des fins de service pour goûter des fonds de bouteille. Et oui, une vraie passion pour le vin, qui m'a emmené dans un premier temps à travailler pour la maison Nicolas sur Paris, donc en tant que caviste. Et c'est vrai que quand on aime vraiment le produit, le but c'est vraiment d'aller, je dirais, au bout du bout, donc la production. Donc voilà, vous avez décidé de le fabriquer. Voilà, c'est pas une idée et une décision qu'on prend sur un coup de tête. Évidemment, c'est quelque chose qui a mûri longuement, donc avec votre associé. Oui, alors quand on ne se connaissait pas avant la formation, c'est pour ça qu'on s'est vraiment réunis sur un projet commun. Et lui comme moi, quand on s'est retrouvés en formation BTS, on n'imaginait pas s'installer. On venait donc sur le côté productif par amour du produit, mais ça nous paraissait inaccessible. Et après quelques mois, c'est vrai qu'on se dit, mais ce métier, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi. Donc, je dirais que le projet a vu le jour lors d'un voyage d'études en Hongrie qu'on avait dans le cadre du BTS, où on passait une soirée à déguster du Tokai et parler d'avenir. On s'est dit, pourquoi ne pas s'installer tous les deux? Donc on a fini, donc, on a passé notre BTS. Et tout de suite, donc, on s'est mis à la recherche d'une exploitation. Donc, étant vendéen d'origine, on souhaitait dans un premier temps s'installer sur les fiefs vendéens. On n'a pas trouvé d'exploitation qui correspondait donc, à nos attentes, surtout en termes de taille et de structure. Donc on s'est inscrit donc, au répertoire des parcs d'installation du Loir-et-Cher. On avait quand même l'envie de rester sur la vallée de la Loire. Alors je dirais, pourquoi le Loir-et-Cher? Tout simplement parce que, en regardant les petites annonces, on s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités qui étaient donc, je dirais, surtout au niveau du foncier, plus abordables que certaines régions du Val-de-Loire.
Donc par le biais de la Chambre d'agriculture, hein, c'était en 2003, donc Christophe était déjà là. Et donc on a visité quelques exploitations, dont celle de M. Jackie Jousset à l'époque. On a repris donc, en 2004. Est-ce que c'est difficile lorsqu'on n'est pas du sérail, justement, en même temps, de pénétrer ce milieu, de s'inscrire donc dans ce secteur? Oui, parce que bon, c'est vrai que la motivation ne fait pas tout. C'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup d'expérience. Alors c'est vrai qu'on est arrivé on a quitté l'école en 2001. On a travaillé dans des vignobles dans le pays nantais, Vincent sur le Bordelais. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de tout savoir et quand on s'installe, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose. Et c'est vrai que l'expérience vient avec le temps. Mais oui, la difficulté a surtout été, je dirais, en termes de... parce que donc Rilly-sur-Loire, il faut situer un petit peu, hein, c'est une commune qui est sur l'appellation de Touraine. On n'est que 2 viticulteurs sur la commune. Il n'y a plus de viticulteurs sur la commune de Chaumont. Et je dirais, on est limitrophe avec d'autres appellations. Et c'est vrai que le fait de ne pas être sur les appellations, notamment au niveau de l'interprofession, nos voisins les plus proches, c'était pas les voisins avec lesquels on dialoguait facilement. Hein. Voilà, pour être courtois. Voilà, donc vous avez repris cette exploitation, mais l'ancien propriétaire vous accompagnait en quelque sorte. Il est rentré dans cette nouvelle société que vous avez créée. C'est un montage plutôt original, non? C'était un montage original. Alors c'est vrai que M. Jousset n'avait pas de repreneur. Et il souhaitait vraiment transmettre son exploitation. Donc c'est vrai qu'il y avait eu plusieurs propositions de rachat, notamment de personnes, d'investisseurs en Champagne et autres, qui veulent racheter le domaine. Et, voilà. Mais il avait vraiment cette envie de transmettre à des jeunes qui puissent plus ou moins accompagner. Donc c'est vrai qu'au début, cette exploitation, quand on l'a visitée, c'était pas celle sur laquelle on s'orientait, tout simplement vis-à-vis du prix. Parce qu'il faut savoir qu'on n'avait pas du tout d'apport. Et vous avez trouvé un bon banquier, alors? On a trouvé, alors c'était en 2003, le contexte a un petit peu évolué, mais effectivement on a trouvé même à l'époque 2 banquiers. Donc on a été étonnamment surpris d'ailleurs de voir avec quelle facilité, en 2003, les banquiers nous ont donné leur confiance. Et c'est vrai qu'un des banquiers, lors d'un rendez-vous, nous a dit cette exploitation, effectivement, est plus onéreuse et a un potentiel plus important. Donc, nous, on n'a rien. On n'a rien. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était au niveau de la DASEA, je ne sais plus si ça s'appelle toujours comme ça. Hein, voilà. On a fait donc des études, des projets pour voir sur quelle structure on pouvait partir. Donc nous avons monté une SCEA, hein, une Société Civile d'Exploitation Agricole, à 3 associés. Donc Vincent, moi-même et le cédant. Donc le cédant est entré donc, avec 33% du capital. C'est un capital de 300 000 €, qui comprenait donc pour notre part 100 000 € en matériel que ce soit viticole ou vinicole. Et lui, ces 100 000 € correspondaient donc au stock de vin. Donc la constitution de cette société nous permettait donc dans un premier temps de ne pas acheter donc les stocks surtout, mais de pouvoir les commercialiser, du fait qu'ils soient donc associés non salariés. Hein. En ce qui concerne le bâti, donc c'était une location du chai, donc avec une clause dans les statuts de rachat au bout de 5 ans. Les vignes ont été acquises par le biais d'un GFA, donc là 50-50 donc avec M. Guilbault et moi-même. Et pour finir, oui, donc une autre clause donc, qui prévoyait donc, le remboursement des parts sociales de M. Jousset au bout de 5 ans.
Donc pendant ce temps-là, on lui rémunérait, à l'époque c'était donc au taux des prêts JA, donc à 3,5%. Malheureusement, au bout des 5 années, bon, l'exploitation se portait bien, mais nous n'avions pas la capacité de rembourser ces 100 000 euros. Tout simplement parce que ce ne sont que des parts sociales et que pour les partenaires banquiers, ce n'étaient pas des investissements concrets et solides. Et alors, comment avez-vous fait? Donc, ce qu'on a fait pour libérer M. Jousset, hein, parce qu'il faut savoir que c'était ça nous a beaucoup aidé, mais c'est vrai qu'il faut... C'est un passage de témoin. C'est un passage de témoin, oui, mais il ne faut pas oublier qu'il était quand même solidaire de nos dettes si jamais ça se passait mal. Parce qu'il était donc actionnaire. Donc on a voulu, donc, au bout des 5 ans, donc, à cette période-là, transformer la location du chai en achat. Et donc lui, on lui a fait donc une reconnaissance de dette. Et donc depuis, c'était donc en 2009, et donc depuis 2009, donc il n'est plus associé de l'entreprise. Voilà. Donc vous êtes en phase de remboursement maintenant. Voilà, donc on attend la fin des JA avec beaucoup d'impatience, donc 2016, pour pouvoir justement réemprunter cette somme et le rembourser. Voilà, donc, Totalement. donc l'horizon n'est pas encore totalement éclairci, mais grâce à la confiance dont vous avez bénéficié, C'est ça, oui. Une grande confiance. Une grande confiance, donc voilà, ça a pu se faire. Vous interviendrez hein, évidemment si vous le souhaitez. Alors on va évoquer un autre exemple, donc c'est le